La nuit où ma mère m'a appelée, je pensais qu'elle voulait me parler de fleurs ou du plan de table. Au lieu de ça, par-dessus le bruit des verres qui s'entrechoquent et de la musique, ces mots m'ont transpercée. « Claire, tu es interdite de mariage pour ta sœur, tant que tu ne t'excuseras pas. » J'étais assise dans mon appartement à Paris, le téléphone collé à l'oreille, écoutant ma famille rire sans moi. À cet instant, des années de factures réglées en silence et d'insultes ravalées se sont cristallisées en une vérité froide et implacable. Je n'étais ni une fille, ni une sœur. J'étais juste le portefeuille qu'ils pouvaient jeter quand bon leur semblait. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. Le téléphone était encore chaud contre ma joue quand je l'ai reposé. Les rires de ma famille résonnaient encore dans mon esprit, mais ça ne faisait pas mal. Ça ne piquait même plus, c'était juste du bruit. Des données erronées, un défaut structurel dans un bâtiment que je n'étais plus disposée à entretenir. J'ai regardé le verre d'eau sur mon bureau, la surface parfaitement immobile. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois en 30 ans, les fondations de ma vie étaient à niveau. Je n'ai pas pleuré. Les architectes ne pleurent pas quand ils découvrent une poutre pourrie. On démolit la structure et on recommence. Je me suis tournée vers mon ordinateur portable, la lueur de l'écran éclairant la lettre reçue ce matin-là. C'était une invitation à Londres pour recevoir le prix Pritzker, catégorie architecte émergent. Cela s'accompagnait d'une bourse à 6 chiffres et d'un contrat qui allait changer ma vie. J'avais accompli l'impossible par mon seul mérite, mais pour Béatrice et Philippe, je n'étais que la fille avec son petit hobby de freelance instable, qui avait par hasard un plafond de carte bancaire élevé. Je ne leur avais pas parlé du prix. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne le ferais jamais. Ils ne méritaient pas de respirer l'air de mon succès. Je me suis connectée au portail bancaire gérant le prêt immobilier familial. 25 000 €. C'était la dernière tranche de dette que j'avais promis d'épurer ce mois-ci pour que mes parents puissent garder leur appartement de standing à Neuilly, une maison qu'ils avaient remplie des trophées de Chloé et de mon silence. J'ai affiché le virement programmé pour le lendemain matin. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas douté. J'ai déplacé le curseur sur le texte rouge et j'ai cliqué sur Annuler. Ensuite, la carte bleue secondaire de Chloé. Je l'avais autorisée à l'utiliser il y a 3 ans, quand sa carrière d'influenceuse était censée décoller. Depuis, c'était devenu sa caisse noire personnelle pour des week-ends en Provence, des cosmétiques de luxe, et cette robe de mariée de créateur dont elle se vantait tous les jours. J'ai regardé l'historique des transactions défiler 4 000 € pour une retraite bien, être 1 200 pour du linge en soie. Je ne ressentais aucune colère. J'étais clinique. J'ai révoqué son autorisation et désactivé la carte en 3 clics. Le statut du compte est devenu gris. Résilié. Alors que les emails de confirmation tombaient dans ma boîte de réception, j'ai réalisé que j'étais piégée dans le filet d'une cruauté normalisée depuis bien trop longtemps. Dans les familles comme la mienne, l'exploitation n'est pas bruyante. C'est une atmosphère. C'est le processus lent et constant où un enfant est désigné comme le pourvoyeur et l'autre comme le trésor. Béatrice ne pensait pas qu'elle m'exploitait. Elle s'était convaincue que mon compte en banque n'était qu'une extension du sien. Elle avait normalisé l'idée que mon travail acharné était une ressource commune, tandis que les caprices de Chloé étaient des droits sacrés. C'est le piège de l'enfant utile. Parce que je pouvais supporter le poids, ils ont continué à en rajouter jusqu'à ce que j'oublie ce que c'était que de se tenir droite. Ils ne me voyaient pas comme une personne avec des rêves. J'étais un service public, comme l'électricité ou l'eau, quelque chose qu'on ne remarque que lorsque la facture n'est pas payée. J'ai fermé mon ordinateur et marché jusqu'à la fenêtre. Les lumières de Paris s'étendaient devant moi, brillantes et indifférentes. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau. Chloé. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, Béatrice a appelé. Puis Philippe. J'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore jusqu'à ce que la pièce pulse de leur panique. Je n'ai pas mis le mode silencieux. Je voulais voir les appels s'empiler comme un grand livre de contes de leur désespoir. Je suis allée à la cuisine, j'ai déplacé ma lettre de récompense à une place d'honneur sur le comptoir et je me suis fait une tasse de thé. Le silence dans mon appartement n'était plus synonyme de solitude. C'était un chantier propre. Et pour la première fois, c'était moi qui tenais les plans. J'ai sorti un dossier noir et fin de ma bibliothèque. À l'intérieur, il n'y avait pas les plans d'un gratte-ciel ou d'un musée. C'était le plan d'une trahison. Je l'ai ouvert et j'ai regardé les reçus, les confirmations de virement et les relevés bancaires surlignés.
La plupart des gens voient la famille comme un filet de sécurité. Mais ces 5 dernières années, j'avais été le filet, les poteaux et le sol en dessous d'eux. Le premier coup dur a eu lieu au printemps 2020. Mon père, Philippe, a fait une crise cardiaque. Béatrice m'a appelé en hurlant que la mutuelle ne couvrirait pas l'opération spécialisée dont il avait besoin dans cette clinique privée. J'étais assise dans mon bureau à minuit et j'ai viré 15 000 € sans réfléchir. Je n'ai pas demandé d'échéancier de remboursement. Je n'ai même pas demandé un merci. Je voulais juste que mon père vive. Je me disais que c'était de l'amour. Mais en regardant ce grand livre maintenant, je réalise que j'achetais simplement ma place dans une famille qui avait déjà revendu mon siège. Puis il y a eu le prêt immobilier. 25 000 € pour empêcher la banque de saisir la maison même dont on venait de m'interdire l'entrée il y a 1 heure. Mes parents avaient tellement normalisé mes sacrifices qu'ils ne voyaient plus cet argent comme le mien. Ils le voyaient comme leur héritage, juste livré en avance. Et puis il y a eu Chloé, ma sœur, le fantôme professionnel. Elle voulait 35 000 € pour développer sa marque et bâtir un empire. Je les lui ai donnés parce que je voulais croire en elle. Au lieu d'un empire, j'ai eu une place au premier rang de son fil Instagram. J'ai regardé mon investissement financer des billets première classe pour Milan et des cocktails à 300 € sur la Côte d'Azur. Je mangeais des céréales au dîner pour que ma sœur puisse jouer à la mondaine avec mon argent. Je n'étais pas une sœur. J'étais un dividende. Ma compassion était un luxe qu'ils avaient mis à découvert depuis des années. Il est difficile d'expliquer les chaînes invisibles d'un survivant. Je vivais dans une prison sans barreaux. Dans ce genre de foyer, les murs ne sont pas faits de briques. Ils sont faits d'obligations et de la terreur silencieuse d'être la difficile qui brise la paix familiale. J'avais l'impression que si j'arrêtais de porter le poids, toute la structure s'effondrerait. Je n'étais pas juste Claire. J'étais l'intégrité structurelle du nom Lefebvre. J'ai enduré parce que les survivants sont dressés à penser que la douleur est juste le prix de l'appartenance. Mais le bilan comptable était enfin clôturé. J'ai regardé le total 75 000 €. Ce n'était pas juste un chiffre. C'était l'apport personnel pour ma propre maison. C'était la liberté que j'avais troquée pour un siège à une table qui ne voulait pas de moi. J'ai senti une clarté étrange et froide m'envahir. Ce n'était pas une dépression nerveuse, c'était un audit. J'ai refermé le dossier et réalisé que la chose la plus chère que j'ai jamais possédée était mon silence. Le silence de mon côté était une arme, et je pouvais les sentir se vider de leur sang à travers leurs messages vocaux. Le brouillard sur Paris était épais, assorti à la confusion qui devait étouffer mes parents. J'avais annulé les prélèvements automatiques pour le gaz et l'électricité vendredi soir. L'eau de leur douche design était probablement en train de devenir froide, et la fibre optique qu'ils utilisaient pour se vanter de la fausse vie de ma sœur était coupée. Mon téléphone est devenu un cimetière de leurs exigences. Chloé a appelé à 2 heures du matin depuis un carré VIP à Monaco. Le son de la musique de club martelait en fond, un contraste chaotique avec le silence cristallin de mon appartement. Sa voix était une lame de rasoir. « Claire, tu as une idée de la honte que c'est ? Je suis en boîte avec mes demoiselles d'honneur. Et le serveur vient de me dire que ma carte est désactivée. J'ai dû demander à la sœur du marié de payer les bouteilles. Tu me fais passer pour une escroc. Règle ça. Décroche. » C'était une révélation clinique. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle se souciait seulement que le masque d'influenceuse qu'elle portait ait glissé devant les gens qu'elle essayait si fort d'impressionner. C'était l'effondrement structurel de son ego. Et elle blâmait l'architecte pour les fondations défectueuses qu'elle avait elle-même bâties. Puis, vint Béatrice. Ma mère utilisait les vieux outils rouillés du chantage émotionnel. Sa voix sur le message était un tremblement étudié. « Claire, ton père est assis ici dans le noir. Son cœur ne peut pas supporter ce stress. Nous t'avons tout donné, et maintenant tu fais ça? Pour une histoire d'invitation, tu es en train de détruire cette famille. Envoie juste l'argent pour le prêt, et nous oublierons que tu as été aussi cruel. Ne sois pas cette personne. Pense à ton héritage moral. » C'était une étude de cas en psychologie parasitaire. Quand l'hôte cesse de fournir, le parasite ne tend pas la main. Il montre les dents. Il ne pleurait pas la perte de notre relation. Il pleurait la perte de la ressource. Claire ne leur manquait pas. C'est la machine qui gardait les lumières allumées qui leur manquait. Je n'ai répondu à aucun message. Au lieu de cela, j'ai passé l'après-midi dans un bureau calme du centre-ville avec un détective privé. J'ai regardé alors qu'il remontait la piste numérique d'une assurance-vie qui aurait dû valoir 50 000 €. La signature sur le formulaire de retrait est habile, a-t-il dit en tapotant l'écran. Mais les points de pression sont tous faux. Ce n'est pas votre écriture.
J'étais assise dans un fauteuil en cuir à dossier haut, regardant la pluie grise tomber sur la Seine. L'air dans le bureau était stérile, sentant l'encre chère et les vieux codes juridiques. En face de moi était assis un homme qui traitait de faits, pas de sentiments. Il a simplement étalé les documents sur la table en acajou poli. C'est exactement ce que vous soupçonniez, a-t-il dit. Sa voix était aussi sèche que le papier devant lui. Le fonds que votre grand-mère a établi pour vos études. Il a été vidé 48 heures après vos 21 ans. J'ai regardé le bordereau de retrait. 50 000 €. La signature en bas était une imitation parfaite de la mienne. Du moins, elle semblait parfaite à l'œil nu, mais sous un audit médico-légal, c'était un désastre structurel. Le débit d'encre était hésitant. La pression était incohérente. C'était la signature d'un voleur qui manquait de cran pour être un professionnel. Ma sœur, ai-je dit, ce n'était pas une question. Les fonds ont été transférés sur un compte lié à la société de branding de Chloé, a-t-il confirmé. De là, ils ont été dépensés en voyages, produits de luxe et à compte hôtelier pour le mariage. Le dernier fil de sentiment familial n'a pas seulement cassé. Il a été incinéré. C'était du vol qualifié. C'était la trahison de la dernière volonté d'une morte. Ma grand-mère voulait que je bâtisse un avenir. Chloé avait utilisé cet avenir pour acheter des followers et une robe blanche. Ma sœur ne voulait pas seulement mon argent. Elle voulait mon identité. Elle voulait la vie que j'avais gagnée pendant qu'elle jouait à la star. Pour elle, j'étais un actif à liquider. J'étais un compte en banque avec un visage. Je me suis levée. Mes talons claquaient comme des coups de feu sur le sol en marbre. Je n'étais plus une sœur invisible. J'étais un auditeur. Et la famille Lefebvre faisait face à une liquidation totale. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer. Je n'ai pas répondu aux 51 appels manqués de Béatrice. Je n'ai pas lu les textos de Philippe implorant la raison. J'ai juste affiné les données. J'ai imprimé l'analyse graphologique de la fausse signature. Je l'ai ajoutée à la pile de factures et de reçus médicaux. La transition de victime à procureur était complète. Je n'allais pas en Provence pour mendier un siège. J'y allais pour récupérer mon nom. En faisant ma valise, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. Je portais une robe de la couleur d'un gyrophare d'urgence. Paris était froid, mais le feu en moi brûlait d'une flamme bleue et constante. Je n'étais pas juste Claire. J'étais la conséquence que Chloé n'avait jamais vue venir. Le vignoble dans le Luberon ressemblait à une carte postale pour un mensonge d'élite. Tout était parfaitement organisé. Les roses blanches étaient espacées avec une précision mathématique. Les invités étaient drapés de pastels et de perles, ressemblant à des accessoires dans un reportage magazine sur des gens qui n'ont jamais à se soucier du prix de quoi que ce soit. Dans une mer de tons neutres et de sourires forcés, j'étais une tache d'encre rouge sang sur leur plan parfait. Je portais une robe rouge vif, couleur danger. Elle ne collait pas à l'esthétique. Elle n'était pas faite pour. Alors que je descendais l'allée de pierre vers l'hôtel, mes talons ne faisaient pas que claquer. Ils sonnaient comme un compte à rebours. J'ai marché droit vers la table d'honneur où se tenait ma sœur, ressemblant à une poupée de porcelaine dans une robe qui coûtait plus cher que ma première année d'école d'archi. Chloé m'a vue la première. Son visage s'est tordu en un masque de pure panique d'influenceuse. Ses yeux ont dardé vers les photographes, vérifiant s'ils capturaient le défaut structurel de sa journée. « Arrête-toi là, Claire », a-t-elle sifflé, sa voix contrastant brutalement avec la douce musique de harpe. « Tu n'es pas censée être ici. Tu gâches l'esthétique. » Sécurité sortait là. Ma mère, Béatrice, s'est précipitée, son châle en soie flottant comme un oiseau blessé. « Claire, s'il te plaît, pas aujourd'hui. N'as-tu aucune honte ? On t'a dit que tu étais bannie tant que tu n'arrangerais pas les choses. Regarde ce que tu fais à ta sœur. Tu te comportes comme une gamine. » Je ne leur ai pas répondu. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste regardé ma sœur, puis Antoine, qui se tenait à côté d'elle, l'air confus et embarrassé. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti le dossier rouge. Je l'ai posé sur le lin blanc de la table principale, juste à côté de la pièce montée argentée à 3 étages. Il trônait là, vibrant et lourd, comme un cœur sur une table d'opération. « Je ne suis pas là pour le gâteau, Chloé. » ai-je dit, ma voix aussi froide qu'un matin parisien. « Je suis là pour l'audit. C'est ton cadeau de mariage. » Chloé a ricané, sa main tremblant alors qu'elle tendait le bras vers le dossier. « C'est quoi ça? Une liste pathétique de ce que tu penses qu'on te doit? On est une famille, Claire. On n'envoie pas de facture à la famille. Ouvre-le, ai-je ordonné. Elle l'a déchiré, ses ongles manucurés, accrochant le bord.
La première page était l'analyse graphologique de l'assurance vie de ma grand-mère. J'ai vu la couleur quitter son visage quand elle a vu les images agrandies de sa fausse signature à côté de la mienne. 75 000 € de dette, ai-je dit. Assez fort pour que les 3 premiers rangs d'invités entendent. Et 50 000 € de vol qualifié. Tu n'as pas juste emprunté mon argent, Chloé. Tu as volé mon identité. Tu as vidé l'avenir que notre grand-mère avait construit pour moi, afin de pouvoir acheter cette robe et prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Antoine s'est avancé, ses yeux scannant les documents. Il a regardé la fausse signature, puis les relevés de virements bancaires. Il a regardé Chloé comme s'il voyait une étrangère. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'assistais à l'illusion du pouvoir du portefeuille vide en temps réel. Ma famille avait passé des années à confondre foi, avoir foi et être. Ils pensaient que l'adresse à Neuilly et les marques de créateurs leur donnaient le droit de régner sur moi. Ils ne réalisaient pas que leur pouvoir était une illusion, un luxe qu'ils louaient avec mon âme. Quand vous construisez votre identité sur le compte en banque de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas une reine, vous êtes une squatteuse. À la seconde où j'ai arrêté de payer le loyer de leur vie, toute leur hiérarchie sociale s'est effondrée. « Antoine, elle ment !» a gémi Chloé. « Elle est juste jalouse parce qu'elle est seule et invisible. Je ne suis plus invisible, Chloé. » ai-je dit en reculant et en lissant la jupe de ma robe rouge. « Mais toi, tu es sur le point de le devenir. J'ai déjà déposé plainte pour faux et usage de faux. Et le prêt de l'appartement, celui que j'ai annulé, la banque lance la procédure de saisie demain. J'ai regardé ma mère, qui agrippait une coupe de champagne, comme si elle pouvait la sauver de la noyade. Tu voulais un mariage sans drame, maman. Je te donne juste la vérité. C'est la seule chose dans ce vignoble qui n'a pas été payée avec un mensonge. Antoine n'a pas attendu que le champagne soit servi pour partir. C'était un homme de contrat, et Chloé avait violé chaque clause d'honnêteté en laquelle il croyait. Les retombées ont été chirurgicales. En 24 heures, les principaux sponsors de Chloé avaient effacé ces images de leur campagne. L'influenceuse dont la vie parfaite était une pièce de théâtre financée par mon silence était maintenant un fantôme numérique. J'ai regardé les chiffres sur ces réseaux sociaux chuter comme un effondrement structurel, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me précipiter pour l'étayer. L'appartement de mes parents à Neuilly, celui rempli de trophées pour Chloé et de vide pour moi, a été vendu aux enchères 1 mois plus tard. Béatrice et Philippe ont emménagé dans un 2 pièces exigu en grande banlieue, loin de l'élite sociale qu'ils avaient essayé si fort d'imiter avec mon argent. Ils m'ont envoyé des lettres des appels à l'unité familiale et des excuses qui sentaient le désespoir financier. Je n'ai pas répondu. J'avais enfin appris que le véritable amour ne vient pas avec une facture. Je me suis tenue sur une falaise balayée par le vent en Islande, l'air froid piquant mes poumons, et j'ai regardé les aurores boréales danser dans un ciel de velours. C'était le voyage que j'avais différé pendant 5 ans, tout en payant leurs frais d'hôpital et leurs cartes de crédit. La lumière verte bougeait comme les lignes sur mes plans d'architecte belles, précises et entièrement miennes. L'argent que j'ai récupéré du procès et de la vente de leurs biens ne m'a pas fait me sentir riche. Il m'a fait me sentir à niveau. À mon retour à Paris, j'ai ouvert l'agence Foi Claire Lefebvre Architecture. Mon premier grand projet a été un centre communautaire pour jeunes artistes issus de milieux défavorisés des gamins à qui l'on avait dit que leurs rêves n'étaient pas utiles par les gens censés les aimer. J'ai réalisé que la vraie justice n'est pas seulement une question de punition. Il y a la justice du semeur. L'acte de prendre les ruines de votre trahison et de les utiliser comme engrais pour un futur que personne ne peut vous prendre. Je ne construisais plus seulement des structures, je construisais des fondations pour des gens qui avaient été mis sur la touche, à tous ceux qui écoutent et qui se sont déjà sentis comme l'invisible sur la photo, la pièce de rechange à table, dont la seule valeur était le plafond de leur carte bancaire. Ceci est pour vous. Vous n'êtes pas un service public. Vous n'êtes pas un compte en banque avec un cœur qui bat. Poser une limite n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de préservation de soi. C'est l'amour avec une colonne vertébrale dont mon mentor m'avait parlé. Arrêtez de demander la permission d'être lumineux et commencez à briller de votre propre lumière. Les gens qui ne vous remarquent que lorsque vous payez les factures ne méritent pas de voir à quel point vous pouvez vraiment briller. J'ai ouvert mon vieux grand livre de comptes une dernière fois, celui avec 40 et 1 000 € écrits en rouge, et j'ai cliqué sur « Supprimer ». Cette nuit-là, j'ai dormi jusqu'au matin, sans bruit dans ma tête et sans culpabilité dans mon cœur. Si vous avez déjà été celui ou celle qui portait le poids d'une famille qui refusait de vous voir, partagez votre histoire. Vous n'avez pas à la porter seule,
et en parlant vous pourriez bien trouver le courage de la poser pour de bon.